Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme cette semaine, vous vous en doutez, on va parler de la crise à l'Est et de la guerre en Ukraine. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour améliorer le référencement. Allez, à tout de suite. Et à mes côtés, aujourd'hui, Romain Bessonnet. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la Russie, du monde russe, devrais-je dire, auteur de Poutine par lui-même aux éditions Jean-Cyril Godefroy, un ouvrage que les téléspectateurs peuvent retrouver dès à présent sur la boutique officielle de tvliberté.com. Vous reprenez en traduisant toutes les allocutions, les interviews de Vladimir Poutine avec des ajouts de bas de page pour comprendre et avoir des clés de compréhension de ses discours. Alors nous enregistrons cette émission, Romain Bessonnet, vendredi midi. Ce vendredi, les médias tournent en boucle sur l'attaque supposée d'une centrale nucléaire à Zaporijia, donc en Ukraine, par les troupes russes. Que faut-il penser de cette information ? Premièrement, c'est une information en fait, qui a pour unique source l'administration présidentielle ukrainienne. Effectivement, les troupes russes sont à Zaporijia, enfin à Energodar, qui est la ville en fait, à côté de la centrale nucléaire. Ils occupent la ville depuis hier et ce matin, effectivement, ils auraient de concert avec ils auraient désarmé la garde de la centrale et ils auraient pris le contrôle en fait du périmètre de la centrale, laissant le personnel de la centrale gérer en fait les opérations. Le président ukrainien Zelensky a affirmé qu'il y avait eu des tirs sur la centrale. Les spécialistes en fait militaires russes et ukrainiens qui ont regardé la vidéosurveillance qui tourne sur Internet en permanence ont vu qu'il n'y avait eu aucun tir de fait. Donc là-dessus, c'est une fake news complète du pouvoir ukrainien. Mais il y aurait un incendie, quelque chose ou... En tout cas, cette information n'a pas été confirmée officiellement. Aujourd'hui, d'après les différents communiqués, notamment le communiqué de l'état-major des forces armées ukrainiennes, il n'y a pas de... La centrale fonctionnerait normalement. Alors selon, là encore, les informations, les Russes redouteraient que l'Ukraine ait tenté de se doter de l'arme nucléaire. C'est ce qui justifierait donc cette hypothétique attaque sur la centrale nucléaire. Là encore, j'imagine que vous allez m'expliquer que c'est de la propagande. Alors, la prise d'une centrale nucléaire pour éviter l'usage de bombes sales a été communiquée par les Russes, effectivement, mais ça ne concernait pas la centrale de Zaporijia, mais celle de Tchernobyl. C'est pour ça qu'elle a été prise dans le premier jour du conflit. En fait, il y a énormément de déchets nucléaires stockés dans cette centrale, et les Russes, en fait, soupçonnaient des extrémistes ukrainiens de vouloir mettre la main sur ces déchets pour les mettre dans des missiles et les balancer sur le territoire russe. S'en servir comme arme. Voilà. Ce n'est pas le cas pour la centrale de Zaporijia et une deuxième centrale, la centrale dite du Sud, qui, pareil, est à portée de canon des Russes actuellement, dans la région de Nikolaïev. Enfin, dans la région d'Odessa-Nikolaïev. Voilà, en fait, pour ce qui est de la question des centrales nucléaires. Alors, on a beaucoup parlé également de la force de dissuasion, puisque Vladimir Poutine a fait référence à cette force de dissuasion lors d'un discours il y a peu de temps. Comme son nom l'indique, la force de dissuasion, elle n'a pas vocation à être utilisée. Pour autant, on nous explique qu'il y a une réelle menace aujourd'hui d'attaque nucléaire sur l'Ukraine, mais donc sur une grande partie de l'Europe. Là encore, que faut-il en penser ? La menace, en fait, le passage des forces russes de dissuasion nucléaire à un stade, je dirais, d'alerte de niveau 1, donc plus que la normale, a été dû aux déclarations inconsidérées, notamment au sein du gouvernement britannique et du gouvernement polonais, affirmant qu'ils allaient mettre en place des zones d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Ce qui voulait dire une confrontation frontale entre des avions de pays de l'OTAN et des avions de la chasse russe, pouvant entraîner un conflit entre les deux blocs. Et Vladimir Poutine a dit, puisque c'est comme ça, je vous rappelle que je suis une puissance nucléaire et que si vous attaquez les forces armées russes, ce sera un casus belli et donc ça pourrait aller jusqu'à une escalade nucléaire.
Suite à cela, le gouvernement polonais et le gouvernement britannique ont dit qu'il était hors de question de mettre en place des zones d'exclusion aérienne et que les avions de l'OTAN ne franchiraient pas les frontières de l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle un rétropédalage. C'est ce qu'on appelle un rétropédalage, effectivement. C'est ce qu'on appelle une force contre force. On s'est annulé. Voilà. Alors on a tendance à l'oublier, je me faisais cette réflexion et je vous la faisais tout à l'heure, on a tendance à oublier que finalement dans l'histoire une seule fois a été utilisée la bombe nucléaire, c'est en 1945 à Hiroshima-Nagasaki et c'est le président Harry Truman, donc en 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, et d'ailleurs c'est ce que les Russes ont rappelé aux Japonais, lorsqu'ils ont... il y a quelques semaines, l'ambassadeur américain au Japon a affirmé pour la première fois depuis les années 50 que les États-Unis soutenaient la revendication du Japon sur les îles Kuril, donc qui sont des îles que l'URSS a annexées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'ambassadeur américain a dit les États-Unis soutiennent les revendications du Japon, et l'ambassadeur russe a répondu: je voudrais rappeler à mes amis japonais que le seul pays qui a fait un bombardement atomique sur le Japon, c'est les États-Unis, c'est pas nous. Bien sûr. Donc voilà. Comment, selon vous, voyez-vous l'attitude et les décisions de Vladimir Poutine? Pour vous, j'allais dire, quelle partition est-il en train de jouer? Eh bien, il joue deux choses. Je pense que Vladimir Poutine souhaiterait que ce conflit se règle par une négociation avec un accord de paix russo-ukrainien qui contiendrait les grands points suivants, c'est-à-dire une Ukraine neutre avec une neutralité constitutionnelle, une Ukraine qui renoncerait définitivement à l'arme nucléaire. Et enfin, dernier point, traduire en justice tous les responsables d'exactions contre les populations russophones en Ukraine depuis 2014. Donc dans la partie est du pays, dans la partie Donbass. est, mais dans le sud aussi. Par exemple, le massacre de Odessa du 2 mai 2014 est mentionné comme étant, par exemple, comme faisant partie de ces crimes qui devraient être jugés. Alors certains, d'autres voix évidemment de l'opposition considèrent que là encore c'est de la propagande de guerre concernant Odessa. Moi je veux bien, dans ces cas-là, il faut m'expliquer comment une cinquantaine de personnes se sont eux-mêmes ont provoqué eux-mêmes l'incendie et se sont tués eux-mêmes et ont fait une sorte de suicide collectif. Moi je ne crois pas à cette thèse. Et enfin, donc, le dernier point sur lequel Vladimir Poutine insiste, donc, c'est ce qu'il appelle la dénazification de l'Ukraine. En fait, c'est la fin des lois discriminatoires contre les populations russophones, notamment la législation linguistique qui impose l'usage unique de l'ukrainien dans toutes les sphères de la vie sociale. Et enfin, la loi sur l'éducation qui interdit l'enseignement en langue russe à partir des classes de collège, y compris dans l'enseignement privé. Et y compris donc dans ces territoires à majorité russophone. Y compris dans les territoires à majorité russophone. Enfin, il souhaite que l'Ukraine reconnaisse ses pertes territoriales, à savoir les deux républiques du Donbass ainsi que la Crimée. Voilà à peu près les objectifs. Et alors justement, quels sont les objectifs de Vladimir Poutine quant à ces deux provinces de l'Est ukrainien actuellement, enfin séparatistes en l'occurrence? Est-ce que l'objectif, c'est d'en faire des provinces sécessionnistes, j'allais dire, qui soient autonomes, ou est-ce qu'au contraire, à terme, c'est l'annexion, comme ce fut le cas avec la Crimée? Alors, il y a plusieurs scénarios. Soit les maintenir comme des républiques indépendantes, qui seraient associées à l'Ukraine et à la Russie par un dispositif d'accord. C'est un des scénarios qui est évoqué à Moscou. L'annexion pure et simple, effectivement, que vous mentionnez, qui est aussi une possibilité, étant donné que ces populations en seraient demandeuses. Et puis enfin, il y a une troisième hypothèse, c'est de les laisser en fait comme des républiques indépendantes et qui seraient une sorte de caillou dans la chaussure de l'Ukraine pour justement permettre de la contrôler et d'empêcher en fait et de créer, je dirais, un litige territorial qui empêcherait l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN à long terme.
Alors vous dites que dans le deuxième scénario, si j'ai bien suivi, que ces populations russophones ne verraient pas l'annexion à la Russie d'un mauvais œil. Est-ce que c'est le cas de la majorité de la population selon vous, ou est-ce qu'au contraire c'est partagé? Est-ce que tout simplement, j'allais dire, ces populations se réjouissent, entre guillemets, de l'arrivée de Vladimir Poutine dans le conflit avec l'Ukraine? Alors, dans les deux républiques du Donbass, enfin dans les deux régions du Donbass, je pense qu'il n'y a pas photo. Ces populations, elles ont voté avec leurs pieds d'ailleurs, étant donné que vous avez eu 4 millions de réfugiés dans les républiques du Donbass, entre 1 million et 1,5 million sont partis en Ukraine et plus de 3 millions sont partis en Russie. Donc pour moi... ça fait office d'urne. ça peut faire office d'urne, effectivement, sur l'identification de ces populations. Et puis ensuite, actuellement, en fait, les hostilités étant donc... on bombarde aujourd'hui tous les jours encore les villes de Donetsk et la région de Lugansk. On ne peut pas organiser un scrutin décemment. Donc... je pense que mentalement, ces populations... Et là, ces bombardements, pardon, mais ils viennent de quel côté ? Ce sont les Ukrainiens qui bombardent tous les jours. Hein. De toute façon, ils ont encore plus de 100 000 hommes sur place, de l'artillerie à revendre. Et comme ils sont basés dans les centres urbains du Donbass, eh bien, l'artillerie et l'aviation russe hésitent à les bombarder. Donc, on bombarde tous les jours la partie, en fait, mais alors, est-ce que finalement, j'allais dire, c'est pas un peu la démonstration que le gouvernement de Kiev a déjà fait un peu sécession avec ses provinces ? Moi, je pense, sur la Crimée et le Donbass, le gouvernement de Kiev a laissé partir la Crimée de façon claire et nette, parce qu'il a évacué toutes ses bases militaires en un mois après le rattachement de la péninsule, et ensuite il n'a plus jamais, enfin de la presqu'île plutôt, et il n'a plus jamais en fait essayé de la reprendre. Il n'y a même pas eu ne serait-ce qu'un semblant d'opération militaire ou d'opération politique même en direction de ce territoire. Par contre, pour ce qui est du Donbass, effectivement, pareil, le processus de Minsk s'est enlisé ces 8 dernières années, parce que effectivement, les gouvernements ukrainiens et leurs sponsors occidentaux, en fait, voient que si on réintégrait le Donbass et si on réintégrait la Crimée, faisons cette hypothèse, on réintégrerait plus de 7 millions d'électeurs qui, dans les élections jusqu'en 2014, votaient systématiquement pour les partis pro-russes. Donc, que ce soit celui de Yanukovych ou le Parti communiste ukrainien. Donc, effectivement, c'est une bonne affaire politique aussi pour les partis pro-occidentaux, parce que ça leur assure, je dirais, dans la mathématique ethnique ukrainienne, ça leur assure une majorité à chaque vote, presque. Oui, ils gèrent la population votante, quoi, finalement. Voilà. Alors, évidemment, il y a d'autres voix qui s'élèvent en expliquant que... l'Ukraine est un pays désormais souverain, qu'elle a un territoire, qu'il faut respecter les frontières de ce territoire. Alors évidemment, c'est vrai que c'est la Russie qui a annexé quand même la Crimée, comme vous l'avez dit, il y a 8 ans. Qu'aujourd'hui se posent ces questions de territoire séparatiste, se pose évidemment cette question de l'arrivée dans l'Union européenne de l'Ukraine, ce rapprochement latent avec l'OTAN. Et systématiquement, on nous parle d'un devoir d'indépendance presque de l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a-t-elle pas le droit de choisir son destin et ses alliés ? Eh bien, tout d'abord, pour cela, il faudrait que l'Ukraine soit réellement indépendante. Aujourd'hui, quand vous regardez à tous les étages du gouvernement ukrainien, enfin de l'État ukrainien, vous avez des conseillers, des agents occidentaux qui sont à tous les niveaux de la décision. Je vais vous prendre un seul exemple, c'est le système judiciaire. Le système judiciaire ukrainien aujourd'hui, donc de la nomination à la commission disciplinaire des magistrats à tous les étages, vous avez donc des juges étrangers qui siègent dans les structures du Conseil supérieur de la magistrature ukrainien pour décider. Étrangers, vous voulez dire binationaux ? Non, étrangers. C'est-à-dire vous avez des juges canadiens, britanniques,
Il n'y a pas de Français, il y a des Danois, des Autrichiens, qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature ukrainien, dans la section disciplinaire, et qui sont donc chargés de sanctionner les juges ukrainiens. Et vous en avez aussi donc dans le comité de sélection des magistrats aussi, qui recrutent les juges ukrainiens. Et vous en avez aussi dans le comité de sélection du tribunal spécial ukrainien anticorruption, qui est chargé de juger les juges en matière de corruption. Donc, le système judiciaire ukrainien a été mis sous coupe réglée par les pays du G7. Et vous pouvez faire ça aussi pour les grandes entreprises publiques ukrainiennes, dans lesquelles il y a un conseil de surveillance donc, qui prend toutes les décisions stratégiques, dans lequel il y a toujours au minimum la moitié des membres qui sont donc issus de pays du G7 et dont le travail doit être sûrement de veiller au grain donc, pour les grandes orientations de ces entreprises. Enfin, on peut terminer en disant que le budget ukrainien, en fait, depuis 2014, dépend uniquement des bailleurs de fonds internationaux. S'il n'y avait pas le FMI, s'il n'y avait pas la Commission européenne, eh bien, l'Ukraine sera en faillite depuis au moins 3 à 4 ans. Et de quel droit, la Commission européenne aide l'Ukraine, puisqu'il n'est pas dans l'Union européenne ? Eh bien, du droit qu'elle s'est octroyée d'avoir une politique d'aide géopolitique, de ce qu'elle appelle l'assistance macrofinancière. Et donc, c'est plusieurs milliards d'euros qui sont injectés dans le budget ukrainien chaque année par la Commission européenne, donc au titre du budget des États membres, enfin du budget que lui versent les États membres, essentiellement d'ailleurs la France et l'Allemagne, donc pour assurer en fait la fidélité à son orientation pro-européenne de l'Ukraine, on lui verse de l'argent. Alors, on a évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises cette question des populations russophones, des populations plus attachées à Kiev. Comment expliquez-vous les racines de ces conflits ? Est-ce que ce sont des racines territoriales, j'allais dire, et comment faire le rapprochement qu'on entend souvent avec la question du Kosovo ? Alors, ce sont des racines en fait qui sont historiques, mais enfin qui sont historiques au sens large. Par exemple, il faut savoir que les grandes régions, je dirais, unilingues ukrainophones, sont des régions qui ont été dans l'Empire austro-hongrois dans l'Empire austro-hongrois, puis dans la Pologne jusqu'en 1939. Donc elles ont été hors du reste de l'Ukraine et elles n'ont pas eu la même évolution que le reste du pays. Elles sont plus nationalistes et elles sont plus ukrainophones que le reste. Ensuite, vous avez des évolutions aussi économiques, c'est-à-dire les grands centres industriels, en fait, donc Dniepr, le Donbass, Odessa, en fait, Nikolaïev sont des régions en fait, dans lesquelles on a fait venir des travailleurs de tout l'Empire russe, puis de toute l'Union soviétique. Donc, ces grandes régions, ces grands bassins industriels, ils sont, comme on dit en russe, multinationaux, multiethniques. Et donc, le lien entre ces différentes populations, c'est la langue russe. Ça ne peut pas être l'ukrainien. Et enfin, vous avez dans les campagnes, justement, des campagnes qui sont plus russifiées à l'est, au centre qui parlent ce qu'on appelle le sorgik, c'est-à-dire un mélange d'ukrainien et de russe. Voilà, d'ailleurs, qui est la langue majoritaire en Ukraine, en fait. Oui. Et à l'ouest, ces régions qui sont unilingues ukrainophones. Et donc, toutes ces Ukraines, en fait, cohabitent dans un même pays. Elles n'ont pas les mêmes vues politiques. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis que l'Ukraine est indépendante, les partis au pouvoir se font élire sur la majorité russophone, en lui promettant, par exemple, l'usage libre de la langue russe, la co-officialité de ces deux langues. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils cèdent à la violence des nationalistes ukrainiens et ils oublient leurs promesses. Et ça a été le cas de à peu près tous les présidents, sauf Yanukovych, qui l'a payé par un coup d'État en février 2014. Voilà, c'est la réalité ukrainienne, c'est-à-dire que vous avez effectivement une population majoritaire russophone ou bilingue ukrainophone russophone qui souhaite
un bon voisinage avec la Russie au minimum. Et puis vous avez une minorité ukrainophone très nationaliste, mais qui est aussi très violente, et qui sait s'organiser pour se faire entendre par le pouvoir à Kiev et qui sait même le menacer. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs sur la question du Donbass depuis maintenant 8 ans. Alors, on a assez peu évoqué jusqu'alors la question de l'OTAN dans cette émission. On va le faire. Je vous propose pour cela d'écouter quelques instants Emmanuel Macron lors de son allocution il y a quelques jours. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance Atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter. Vous le savez, j'ai depuis 2017 conduit un dialogue exigeant et constant avec le président Poutine. Et face à l'aggravation des tensions, je me suis rendu à Moscou, puis à Kiev, les 7 et 8 février derniers, pour rechercher des alternatives à un conflit armé. Plusieurs autres dirigeants européens ont d'ailleurs accompagné cet effort. Le président des États-Unis d'Amérique a manifesté quant à lui sa disponibilité pour négocier, après avoir rencontré physiquement le président Poutine en juin 2021 à Genève. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Alors, que pensez-vous de ces déclarations d'Emmanuel Macron ? Que Emmanuel Macron, au minimum, on peut dire, ne dit pas la vérité. Parce que ceux qui n'ont pas exécuté leurs engagements devant la communauté internationale, c'est le gouvernement ukrainien et les garants internationaux des accords de Minsk, à savoir la France et l'Allemagne. Parce que lorsque le président Poroshenko, en 2017, décide d'imposer l'embargo économique, commercial et financier sur le Donbass, c'était une infraction aux accords de Minsk, à son paragraphe 8, qui prévoyait le rétablissement de ses relations économiques et financières. À ce moment-là, d'ailleurs, la France a dit nous sommes en opposition à cette mesure, et puis on n'a rien fait. On n'a pas mis de sanctions contre l'Ukraine, on n'a même pas menacé l'Ukraine de lui couper les fonds du FMI et de la Commission européenne. Bref, à chaque fois que le gouvernement ukrainien violait constamment les accords de Minsk, non seulement on lui disait rien, mais même on lui donnait un satisfecit. Donc je pense que au minimum, la Russie est responsable de cette guerre, oui, parce que c'est Vladimir Poutine qui a décidé in fine d'envoyer les troupes russes sur le territoire ukrainien, ça y a pas de doute. Mais il y a une co-responsabilité de la France, de l'Allemagne et de l'Ukraine dans cette guerre. Parce que si les accords de Minsk avaient été appliqués, il n'y aurait jamais eu d'intervention russe en Ukraine. Alors, Emmanuel Macron dit qu'il n'y a jamais eu de base de l'OTAN en Ukraine, mais personne n'a affirmé ça. Non, il n'y avait pas de base de l'OTAN en tant que telle en Ukraine. Par contre, il y avait une base, un centre d'instruction officiellement avec donc plusieurs pays de l'OTAN, à Otchakovo, donc dans la région, dans l'oblast de Kiev, qui formait les militaires ukrainiens au système d'armement de l'OTAN. Ça, c'est un fait. Il y avait une centaine d'instructeurs canadiens, par exemple, une cinquantaine d'instructeurs venus du Royaume-Uni. Par contre, il n'y avait pas de Français à ma connaissance. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas de structure officielle de l'OTAN, en tout cas, il y avait des pays de l'OTAN qui avaient des structures militaires sur le territoire de l'Ukraine. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, comment l'OTAN est-elle engagée sur le terrain ? Quelle aide prodigue-t-elle à l'Ukraine ? Comment agit-elle ? Alors, officiellement, elle n'envoie pas d'aide en tant que telle. Les pays de l'OTAN fournissent des armes à l'Ukraine depuis plusieurs mois déjà. Alors là, c'est devenu un peu plus difficile parce qu'il n'y a plus d'aéroports en mesure de marcher. Donc, il faut les acheminer via la Pologne ou via la Roumanie. Et aujourd'hui, l'OTAN a encore des instructeurs de façon non officielle, sous couvert, par exemple, de sociétés militaires privées, qui font l'instruction des militaires ukrainiens avec les systèmes d'armes de l'OTAN. Parce que
c'est des systèmes d'armes auxquels les militaires ukrainiens ne sont pas habitués, donc il faut les former. Et ça, d'après plusieurs sources russes, mais même ukrainiennes, il y aurait des instructeurs officiellement privés, financés par des pays de l'OTAN, pour former les militaires ukrainiens à ces armes. Voilà. Et ensuite, il y a bien sûr l'action diplomatique. L'OTAN a condamné les attaques, béni les sanctions et souhaite qu'elles soient les plus fortes et les plus importantes possibles. Et enfin, l'OTAN a un troisième rôle, elle se prend un troisième rôle, c'est justement d'éviter une escalade du conflit sur les pays de l'OTAN. Et donc, on renforce notre présence militaire. Tous les États de l'OTAN renforcent leur présence militaire en Roumanie et en Pologne. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien Vladimir Poutine qui est allé en Ukraine. C'est bien lui l'instigateur du conflit, même si vous voyez des co-responsabilités entre la France, l'Allemagne et les États-Unis, et l'Ukraine évidemment, et les États-Unis otaniens, on va dire. Pour autant, la question qu'on se pose, c'est que finalement, la situation qui était la violation des accords de Minsk, on le savait depuis un certain temps. L'avancée des bases otaniennes, on le savait depuis un certain temps. La volonté de l'Ukraine de se rapprocher de l'OTAN, on le savait. De l'UE, on le savait. Pour quelle raison Vladimir Poutine a-t-il choisi ce moment pour lancer ces opérations ? Alors, première chose, parce que si la Russie avait lancé ses opérations en 2014 ou en 2015, aujourd'hui, à Moscou, on achèterait du pain avec des coupons de rationnement. Parce que la Russie était très dépendante de l'Occident pour tous ses approvisionnements en matières premières et notamment agricoles. Deuxième chose, le système financier russe en fait s'est désengagé des pays occidentaux justement en prévision et s'est réorienté plutôt vers l'Asie pour éviter en fait justement le collapse de l'économie russe en cas d'intervention. Enfin, donc ça c'est les éléments de contexte économique parce que c'est l'économie qui fait marcher un pays. Bien sûr. Ensuite, le fait est que l'Ukraine avait massé 150 000 hommes, on le sait aujourd'hui, entre 120 et 150 000 hommes à la frontière du Donbass et que bizarrement, ces 120 et 150 000 hommes sont encerclés aujourd'hui. Et quand on masse autant de troupes à la limite d'un territoire, si c'est pour ne pas l'envahir, je me demande c'est pourquoi faire. Ils n'étaient pas là pour aller jouer aux cartes. Donc vous sous-entendez que l'armée ukrainienne s'apprêtait potentiellement à envahir le Donbass ? C'est plus que certain. Enfin, on ne masse pas une telle quantité de troupes pour une opération défensive sur un si petit territoire. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, la Russie, dans les éléments de contexte, a fait en partie une attaque préventive. Voilà, c'est aujourd'hui quasiment certain. Est-ce que finalement, alors c'est assez intéressant et c'est très complexe parce qu'on a le sentiment que quelque part, la pression est montée depuis des années, et quelque part, les Occidentaux ont réussi à enfermer Vladimir Poutine dans la posture qu'ils voulaient précisément qu'il adopte. Alors, il y a de ça, effectivement, parce que on a passé notre temps à provoquer en fait la Russie. Aussi, on a dit à la Russie ce que nous, Occidentaux, nous avons le droit de faire, c'est-à-dire changer les frontières, changer les régimes, changer même changer les statuts. Enfin, changer la législation des pays. Oui, on peut dire violer le droit international aussi. Violer le droit international. Nous, on a le droit, mais par contre, vous, c'est hors de question. Bien, Vladimir Poutine a dit, écoutez, puisque vous avez changé les règles, on va jouer avec vos règles. Et moi, je ne vais pas m'obstiner à poursuivre dans la logique du droit international classique, où on respecte les souverainetés, où on utilise la force qu'en dernier recours. Non, moi maintenant, j'ai un régime hostile à Kiev qui menace ma sécurité, qui menace la sécurité de mes citoyens, étant donné qu'il y avait 900 000 citoyens russes dans le Donbass. Eh bien, je vais changer ce régime et on va voir ce que vous allez faire. Et la réaction en fait hystérique de l'Occident, parce que là, ça n'a plus rien de rationnel, montre qu'on a changé de monde. C'est-à-dire que l'Occident n'accepte pas
que le monde est en train de changer et que nous n'avons plus le monopole de la légitimité dans la communauté internationale. L'attitude de la Chine, par exemple, et de l'Inde le montre. La Chine et l'Inde n'ont imposé aucune sanction. Alors que si la communauté internationale était unanime, comme l'a dit Emmanuel Macron, la Chine et l'Inde imposeraient les mêmes sanctions que nous. Or, ils ne le font pas. Et ils représentent quand même une certaine partie de la population du globe terrestre. Et quant à la Chine, elle a affirmé pour la première fois de son histoire que l'élargissement de l'OTAN à l'Est est une menace de sécurité internationale, ce qui est un soutien direct à la politique de Moscou. Donc les temps changent, l'équilibre du monde est en train de changer, et l'Occident s'accroche à ses anciens privilèges. C'est comme ça que moi je lis la chose et qu'on lit la chose aussi à Moscou. Et donc, la voix de la France aurait pu être tout autre dans cette crise. On aurait pu être justement une puissance d'équilibre et une puissance qui n'est pas une puissance occidentale, mais qui utilise son outre-mer, sa langue, pour être une puissance, je dirais, avec une politique tous azimuts. On a choisi d'être dans ce que Emmanuel Macron avait appelé au début de son mandat le monde libre. Eh bien, nous y sommes, et nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle a été voulue par l'Occident, nous avons, depuis plusieurs années, nous n'avons pas écouté la Russie, nous avons dédaigné ce qu'elle a dit. Lorsqu'elle disait « l'élargissement à l'est de l'OTAN est un problème de sécurité pour nous », nous disions, mais il n'y a pas de problème. Quand nous avons mis le bouclier antimissile en Roumanie, en Pologne, la Russie a dit, ça nous pose un énorme problème dans la dissuasion mutuelle, qui est un élément fondamental de l'équilibre et de la sécurité internationale. Nous, l'Occident, on a dit, mais on est l'Occident, mais on menace personne. Et quand la Russie a dit, oui, mais quand même, en 1999, vous avez bombardé la Yougoslavie. En 2011, vous avez bombardé la Libye, les 2 fois sans mandat de l'ONU. Nous, on n'y croit plus à votre discours sur le fait que vous êtes l'Occident inoffensif. Donc voilà, on a fait monter la pression sur la Russie depuis 30 ans, et en pensant que notre puissance financière ferait que la Russie ne répliquerait jamais. Dommage, c'est arrivé. Merci beaucoup Romain Bessonnet pour cet éclairage. Je rappelle le nom de votre ouvrage publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, c'était Poutine par lui-même. Vous pouvez en faire l'acquisition, si ce n'est pas déjà fait, sur le site tvliberté.com. En attendant, j'espère que vous avez d'ores et déjà commenté, partagé et cliqué sur le pouce en l'air en bas de cette émission, pour que de plus en plus de monde puisse nous suivre chaque semaine. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.